Bonjour et bienvenue dans Le pouvoir du podcast. Aujourd'hui, pour vous aider à développer votre podcast, je vous propose un format un peu spécial enregistré en duo avec mon amie Anne-Claire Leca, expert communauté et podcast. Dans cet épisode, on vous présente toutes les deux les 6 tendances incontournables du podcast en 2025. Alors, si vous vous demandez comment rendre votre podcast plus visible, si la vidéo vaut vraiment le coup, quelles sont les tendances de monétisation, ou bien encore comment intégrer l'intelligence artificielle dans votre projet de podcast, cet épisode est fait pour vous. On partage nos avis, nos expériences et des conseils pour vous aider à appréhender ces tendances et faire évoluer votre podcast. C'est la première fois que je propose un format animé en duo sur le pouvoir du podcast, alors vous me direz s'il vous plaît ? Allez, c'est parti ! Salut Mélanie, bonne année! Salut Anne-Claire, merci beaucoup, bonne année à toi et bonne année à tous et toutes. Ouais, j'imagine tous nos petits podcasteurs indépendants déterminés là derrière leurs oreillettes au taquet parce qu'ils ont lu sur le titre quelles sont les tendances 2025. Et en plus on fait ça en duo. Et en plus, on fait ça en duo. C'est une première. C'est la première fois qu'on fait un épisode de ce type qui va être diffusé sur nos 2 podcasts à la fois. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à creuser ce sujet aujourd'hui ? Alors déjà, ce qui m'a motivée, c'est que tu me l'as proposé, premièrement. Mais c'est vrai que j'avais déjà prévu de le faire en 2025 parce que je l'ai jamais fait les autres années, il me semble. Et je sais que tous les ans, il y a des nouvelles tendances et on a du mal à s'y retrouver souvent parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et là, c'est l'occasion, je pense, de faire le travail pour vous. Et ça permet aussi de le faire pour nous, pour nos propres podcasts. Et toi, qu'est-ce qui t'a motivé à creuser les tendances ? Bah moi, je trouve qu'il y a un peu à boire et à manger dès qu'on aborde les tendances. Soit c'est des articles un peu bateaux qui reprennent toujours les mêmes points année après année. On sent que c'est complètement soit rédigé par l'IA sans relecture humaine, soit c'est pour juste son référencement, c'est juste, tu vois, par opportunisme. Et ça apporte pas beaucoup de valeur. Et aussi, comme tu dis, parfois on a un peu du mal à s'y retrouver et j'avais envie de donner une perspective en donnant mon avis et en expliquant comment est-ce que cette tendance doit être ou pas inclue dans une stratégie et comment passer à l'action. C'était un peu mon point. Et puis comme j'aime bien faire les choses avec toi, et ben je me suis dit c'est un sujet parfait à aborder avec Mélanie. Alors, combien de tendances on va aborder aujourd'hui, Mélanie ? Est-ce que tu peux les lister pour les petits curieux et curieuses qui nous écoutent ? Aujourd'hui, on va lister 5 tendances, une après les autres, et on va bien les creuser, vous allez voir. Et je rebondis sur ce que tu disais, sur le fait de donner notre avis. C'est vrai qu'une des choses qui me motivait, c'est qu'on peut lire des articles qui sont très neutres, et en fait, nous, on a un point de vue assez particulier, et parfois on n'est pas forcément d'accord d'ailleurs. Il va y avoir du débat, préparez-vous. Et je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que vous n'êtes pas forcément obligé d'être d'accord avec nous, on n'a pas la science infuse, et on peut aussi se retrouver ou non dans une façon d'appliquer une tendance qui arrive sur le marché. Et j'allais oublier de présenter la liste des tendances, donc on en a 6 à vous présenter aujourd'hui. La première est à propos des moyens de découvrabilité de votre podcast. Donc, vous connaissez le sujet de la découvrabilité. Aujourd'hui, on va surtout parler de PSO, de référencement, de classement. Deuxième tendance, vous n'avez pas pu échapper, la vidéo. Ce qui va peut-être vous intéresser, au-delà de ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on en pense, Anne-Claire et moi. Troisième tendance, la créateur économie et les différentes façons d'intégrer votre podcast dans un écosystème plus global de création de contenu. Et je te laisse présenter les 3 autres si tu veux, Anne-Claire. Ouais, et notamment pour ce 3e point, les impacts en termes de monétisation, en termes de posture, en termes de stratégie de contenu de manière plus globale. Et ensuite, on va terminer sur 3 tendances, les nouveaux formats qui émergent en 2025, ce qu'on a pu observer, ce qu'on en pense et quels sont un peu les impacts de ces nouveaux formats. Ensuite, on va enchaîner sur le sujet de la communauté. Pour celles et ceux qui me connaissent, vous n'êtes pas trop étonnés, mais Mélanie et moi, on a 2 approches différentes et du coup, je pense que ça va vous intéresser de voir comment nous, on pense l'intégrer et comment est-ce qu'on observe l'intégration de ces enjeux de communauté dans les podcasts en 2025. Et enfin, roulement de tambour, vous l'attendiez, l'utilisation de l'IA pour votre podcast. Qu'est-ce que ça peut vous apporter ?
comment l'utiliser. Et là, Mélanie, qui est une grande experte du sujet, vous apportera son expertise. Et moi, je vous donnerai un peu mes perspectives sur comment est-ce que je pense l'utiliser et un peu les réserves que j'ai parfois par rapport à cette intelligence dite artificielle. Bon, bah c'est parti. Beau programme, non? Ouais. C'est parti. On va commencer avec les moyens de découvrabilité. Alors, les moyens de découvrabilité, en fait, c'est des innovations qui ont apparu ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, qui viennent résoudre un gros problème que l'on constatait de manière récurrente pour les podcasts, c'est comment on se fait découvrir auprès de nouvelles audiences, comment est-ce qu'on attire de nouveaux auditeurs à nous, et pour du coup augmenter nos audiences. Il y a deux choses qui sont apparues d'un point de vue technologique et qui viennent apporter des solutions très concrètes et très simples à implémenter par rapport à ce sujet de la découvrabilité. Le premier, eh bien, c'est le sujet du PSO. Donc PSO, c'est un acronyme pour dire Platform Search Optimization. C'est comment est-ce qu'on est mieux référencé sur les plateformes d'écoute, donc principalement Apple et Spotify. C'est-à-dire comment est-ce que votre podcast va être remonté dans les recherches des utilisateurs. Je prends un exemple. Un utilisateur qui recherche conseils en marketing. Comment est-ce que nous, en termes de création de contenu, en termes d'optimisation des différents éléments de nos podcasts, on va s'assurer qu'il va remonter en premier sur les résultats de recherche. Donc ça, c'est quelque chose qui a été vulgarisé par notamment Ocha dans la francophonie, puisqu'ils ont mis en place un tableau de bord pour permettre de suivre les mots-clés sur lesquels on a envie d'être référencé plus majoritairement sur les plateformes d'écoute et qui permettent du coup de suivre l'impact de ces améliorations sur les différentes performances de notre podcast. Tu as envie de réagir? Toi, est-ce que tu l'as intégré, le PSO, par exemple, pour le pouvoir du podcast ou pour tes clients? Oui, carrément. Alors le PSO, c'est vrai que en tant que tel, c'est un peu l'équivalent du SEO sur Google, c'est-à-dire le référencement des articles de blog sur Internet. Là, c'est le référencement des podcasts sur les plateformes d'écoute. Et c'est vrai que avant que ce terme et cette mécanique soient vulgarisés par Ocha, puisqu'ils ont construit le panel, comme tu dis, moi, je le faisais à la main. C'est-à-dire que je faisais une liste de mots-clés pour chaque podcast que j'accompagnais. Et ensuite, je cherchais ces mots-clés, donc pertinents pour le podcast évidemment, à la main en fait sur les plateformes d'écoute, et ensuite je regardais à quelle place les podcasts en question ressortaient, s'ils ressortaient. Et en fait, en faisant ça chaque semaine pendant plusieurs mois, on voit l'évolution. Et ce que le PSO panel d'Ocha permet, c'est de ne plus le faire à la main. Effectivement, c'est beaucoup moins fastidieux. Ce que j'ai remarqué en le mettant en place du coup pour des clients qui ont des podcasts, c'est que effectivement c'est intéressant de voir qu'il y a certains mots-clés qu'on aurait cru utiles pour nos audiences ne sont pas forcément recherchés, par exemple. Je sais pas, là, on ne peut pas vous faire un tutoriel détaillé, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que cette logique de réfléchir à son référencement et à sa découvrabilité par rapport à des mots-clés, tout le monde ne l'avait pas forcément, mais que ça permet énormément de visibilité en plus, et que si on travaille vraiment bien sur plusieurs mois en faisant un suivi des mots-clés, en les changeant quand ça, pour augmenter ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, etc., ça a un véritable impact sur la visibilité et sur l'acquisition de nouveaux éditeurs. Et donc j'ai pu le faire, oui, sur 2 ou 3 podcasts, et on a vu des résultats assez rapidement, en plusieurs mois. Mon côté aussi, je l'ai intégré pour Antipop, mon podcast, et j'ai du coup suivi des clients et des clientes dans l'implémentation de cette nouvelle stratégie. Et ce qu'on a vu comme impact, c'est sur le classement de iTunes, notamment. Quand on commence à travailler son PSO, on est plus souvent dans le top de son classement, et aussi un impact sur les écoutes. Après, c'est un peu une boîte noire, tout ça. C'est comme toi, tu as commencé à la main, donc tu étais vraiment dans une expérimentation très, on va dire, artisanale, un peu de débrouille. Là, c'est vrai qu'il y a Ocha qui propose un tableau de bord et une manière de tracer de manière plus précise et plus rapidement
notre référencement sur certains mots-clés, mais ça reste très expérimental. Donc ce qu'on observe a priori, c'est que quand tu travailles ton PSO, en intégrant les mots-clés aux bons endroits sur ton podcast, ça a un impact positif sur la découvrabilité de ton podcast et donc potentiellement les écoutes et aussi sur le classement Apple Podcast. Il y a une autre innovation qui a été intégrée sur Spotify qui permet aussi de voir comment est-ce que les gens te découvrent, quel est le chemin qu'ils vont faire et un peu leur comportement, qui permet aussi en fait d'intégrer d'autres éléments dans cette envie de rendre plus découvrable notre podcast. C'est du coup sur l'outil Spotify for Creators, ils ont mis en place un graphique qui permet de voir sur 1000 personnes qui vous découvrent. Donc là, si on a travaillé son PSO, on voit aussi les personnes qui nous découvrent augmenter. Combien décident de interagir avec notre podcast? Donc ça va être cliquer sur la cover ou lire la description. Et ensuite, combien de personnes vont effectivement lancer l'écoute? Et là, on voit que on a beau être bien classé, bien référencé sur les plateformes d'écoute, si le reste du parcours est pas bien optimisé, si on a une cover toute moche, si on a une description qui est pas attirante, qui est pas claire, etc., et la découvrabilité, elle va être affectée très très tôt. Donc là, c'est vraiment deux bonnes nouvelles, deux bonnes innovations qui permettent à différentes étapes de ce parcours de découverte de nos potentiels auditeurs de voir quoi améliorer et surtout suivre la performance de ces améliorations. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour, comme on se disait, craquer la boîte noire de ces plateformes, de comment est-ce qu'on peut mieux marketer notre podcast sur ces environnements d'écoute. Effectivement, je trouve que le fait d'avoir des outils pour, entre guillemets, craquer la boîte noire des plateformes, c'est hyper utile. Je voulais juste ajouter un mot sur le fait que ça nous donne des éléments chiffrés, de la data en plus, pour voir notre performance. Et parfois, ça peut aussi faire peur dans le sens où moi, j'ai eu des retours de podcasteurs qui me disent « Ah, mon classement ou mon taux de conversion entre les impressions Spotify et ensuite les clics sont très faibles ou mon score PSO sur Ocha est très faible, ou j'en sais rien si c'est bon ou pas. » En fait, ça peut ajouter aussi une charge mentale à se dire comment être performant sur ces chiffres-là. Et je pense qu'il faut vraiment le voir comme un outil et pas comme une charge de performance en plus, parce que sinon, on s'en sent plus et ça fait un objectif qui nous tombe dessus à atteindre. Donc j'avais aussi envie de dire, ne vous paniquez pas si vous n'avez pas encore tout maîtrisé. C'est vraiment des outils et le jour où vous pourrez vous pencher là-dessus, ça vous permettra de mieux atteindre vos objectifs de découvrabilité. Mais il ne faut pas se dire c'est une chose à faire en plus parce que y a déjà beaucoup de choses à faire. Oui, c'est vrai. C'est toujours l'enjeu des chiffres, en fait, et notre rapport aux indicateurs, etc. C'est est-ce qu'on voit ça comme une nouvelle information à traiter ou est-ce qu'on voit ça comme une injonction, une énième injonction de performance? C'est un bon recadrage que tu fais. Concernant les conséquences que ça peut avoir, le fait d'avoir une meilleure découvrabilité, ce qui est une bonne nouvelle en soi, c'est aussi que les auditeurs et les auditrices, en tant que public, vont découvrir plus facilement, je trouve, et les différents podcasts, alors qu'il y a quelques années encore, il y avait vraiment cette consommation du podcast comme des auditeurs fidèles d'un seul podcast ou de 2 ou 3 podcasts, vraiment binger toutes les semaines le même podcast et pas vraiment changer, sauf exception si on nous recommandait quelque chose vraiment intensément par des amis, pour découvrir un nouveau podcast. Aujourd'hui, même depuis l'année dernière, il est assez commun, même pour des anciens auditeurs très assidus, de picorer des épisodes de podcast parce qu'on en découvre facilement des nouveaux. Et donc ça va être vraiment, je pense, une tendance de l'année 2025 qui va se développer encore plus, qu'on va découvrir des épisodes en fonction des sujets, en tapant dans les mots-clés, plutôt qu'en suivant le même podcasteur. Donc une raison de plus pour mettre des mots-clés pertinents dans vos descriptions. Et vos titres. Et aussi penser vos épisodes les uns par rapport aux autres en se disant à la fin de tel épisode, comment je renvoie vers un autre, comment je réfléchis à mon parcours en fait auditeur. Fidéliser. C'est un enjeu du X plus fort. Si on passait à la deuxième tendance, Mel.
Eh ben, la deuxième tendance, c'est la vidéo. Et effectivement, celle-là, je pense que vous n'avez pas pu passer à côté puisque on en parle en long et en large, je pense, dans toutes les veilles de podcasts, les newsletters, les podcasts sur les podcasts, et même peut-être vos podcasteurs préférés sont passés à la vidéo. Ça paraît comme un incontournable. Donc avant de parler de notre avis, Anne-Claire, je voulais revenir sur quels étaient les moyens aujourd'hui vidéo qui se développent. Donc les principaux moyens, évidemment la vidéo, le royaume de la vidéo, c'est YouTube. YouTube l'année dernière a fait un switch parce que son application qui était Google Podcast a été arrêtée. Et bon, pour ceux qui ne savent pas, YouTube était propriétaire de Google Podcast, parce que c'est le groupe de Google. Et à la place, ils ont fait un switch vers la plateforme vidéo YouTube, qui aujourd'hui a toutes les vidéos voilà, que vous connaissez. Mais il y a aussi YouTube musique, même si c'est plutôt YouTube audio, qui permet de ajouter vos flux RSS et donc qui remplace l'ancien Google Podcast. Donc il y a ce switch de Google Podcast à YouTube qui fait que maintenant vous pouvez mettre vos podcasts sur YouTube de manière automatique via juste votre flux RSS et ça va créer une vidéo sans vos visages, etc. mais automatiquement à partir de vos épisodes de podcast. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est que de plus en plus de podcasts, surtout des podcasts d'interview, des podcasts de conversation, passent le pas de créer des vidéos et donc investissent dans du matériel, voire dans des studios, pour mettre en ligne tous leurs épisodes de podcast en vidéo. D'ailleurs, il y a eu un changement de nom de Spotify qui s'appelait Spotify for Podcasters, qui a changé pour Spotify for Creators. Et là, du coup, on devine la stratégie de Spotify de considérer les podcasters comme des créateurs de contenu et donc du coup d'élargir l'usage et de démocratiser l'usage de la vidéo incluant les podcasts. Et c'est vrai qu'on a, c'est un peu l'ENA Situation qui a lancé avec Canapé 6 places qui a fait plus de bruit, on va dire, sur la possibilité de regarder aussi en vidéo son podcast, ce qui n'est pas étonnant compte tenu qu'elle a commencé comme ça, elle s'est fait connaître comme ça, donc c'était obligé qu'elle intègre une dimension visuelle à sa proposition audio avec le canapé qui est rose, etc. On sent que le décor avait été bien choisi. Mais il y a aussi Sally qui est une autre influenceuse qui a lancé son podcast chez Sally qui aussi inclut une partie vidéo avec un fort travail sur la mise en scène, etc. Et on voit aussi Combini qui propose aussi une version vidéo de Small Talk et aussi audio. Donc on voit que c'est en train de se démocratiser. Ce que moi j'observe, c'est que c'était des gens qui avaient déjà l'usage de la vidéo. Combini, Sally, Lena, c'est des personnes qui ont déjà créé un média qui incluait le format vidéo. Après, à voir comment des podcasteurs indés ou des créateurs de podcasts qui avaient commencé par l'audio dans un premier temps vont intégrer la vidéo au sein de leur expérience de podcast. Je trouve ça cool d'observer ça. Ce que tu disais, c'est que maintenant Spotify s'est aussi mis à la course aux podcasts vidéo. Après Lena, Sally et tous les podcasts vidéo qui sont des podcasts originaux de Spotify. Et d'ailleurs, Lena, c'est le premier podcast écouté en France sur Spotify. Donc, gros succès. Ça a ouvert la porte à ce que Spotify ouvre à tous les podcasteurs, donc qui ont déjà des podcasts aujourd'hui audio, à ajouter la vidéo sur les fichiers qui sont aujourd'hui déjà téléchargés. Donc, c'est le pas qu'ont fait plusieurs podcasteurs qui ont débuté sur l'audio. Je pense notamment à des podcasts d'interview, donc, parce que c'est le plus simple pour faire la transition vers la vidéo. Et donc, je pense à Flavie du podcast Le Board qui a investi dans le studio vidéo. Il y a aussi Aline Bartoli du podcast The Bee Boost qui commence 2025 en vidéo alors qu'avant tout était en audio. Ou Léa Guénifet qui était aussi que podcast audio et qui a investi dans un studio. Et du coup, ça change aussi la consommation. Est-ce qu'on va aller sur YouTube? Est-ce qu'on va rester sur Spotify et regarder la vidéo? Ça va être quelque chose à réfléchir, même en tant que podcasteur. Est-ce que vous voulez être sur les deux plateformes? Travailler le référencement sur les deux plateformes, c'est un sujet aussi de travail encore en 2025 à avoir. Ouais, tout à fait. Et par rapport, ça va avoir des impacts sur les lignes édito, ça va avoir des impacts sur même différents formats. On peut imaginer qu'il y a des podcasteurs qui
dédient la vidéo seulement à certains formats et qui voient dans la vidéo un potentiel de créativité pour justement créer un décor, créer un univers un peu plus visuel et apporter ça à l'expérience qu'ils proposent à leurs auditeurs. Et je sais que toi et moi, on est des fidèles lectrices de la newsletter Podmus, qui est écrite par Jean-Patrick Labourie. Et lui, il faisait une distinction justement sur la base du constat que tu faisais, que c'est pour les podcasts d'interview que ce sera plus facile d'intégrer la vidéo. Et lui, il disait, peut-être qu'à terme, on parlera de chatcast. Donc, c'est des podcasts sur lesquels on discute, donc podcasts d'interview, et un peu une séparation avec les podcasts de création sonore plus traditionnels, peut-être plus complexes dans la narration, etc., avec les têtes de pont qui sont Arte Radio, Radio France, avec des formats plus documentaires, plus immersifs, où on voit un peu plus difficilement comment intégrer la vidéo pour ce genre de format. Oui, je pense que c'est assez logique pour des chatcasts, comme dit Jean-Patrick Labourie, de passer en vidéo, parce que ça a aussi un objectif d'audience et de partage. Et souvent, ces podcasts-là, il n'y a pas d'enjeu d'intimité, dans le sens où la personne qui est interviewée va pas se livrer plus, alors que dire des podcasts plus documentaires, plus intimistes, etc., ça peut même empêcher le contenu éditorial d'exister. Le fait d'avoir de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment un sujet de fond. Et d'ailleurs, on lit... Je sais pas si tu lis cette autre newsletter qui est de Stéphane Berthomé, qui est passé sur Substack il y a pas longtemps. Et lui, il est documentariste, il est auteur de fiction, enfin, il est vraiment défenseur du podcast audio. D'ailleurs, je crois que podcast vidéo, c'est même pas un mot qu'il accepte. Il se bouche les oreilles, quand même. Mais je comprends. Mais moi, je suis pas aussi catégorique. Dans le côté ajouter ou non de la vidéo. Pour moi, en fait, le podcast, c'est un format audio et il peut y avoir plein de façons de le faire. Et d'ailleurs, même dans les podcasts narratifs, je pense par exemple à un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle La langue de ma mère, qui est un podcast vraiment récit de Jean-Baptiste Fou, qui a été ensuite mis en vidéo avec de l'illustration. Alors oui, par contre, c'est beaucoup plus de moyens. Mais la vidéo, c'est toujours plus de moyens dans tous les cas. Donc il peut y avoir aussi ce chemin pour des podcasts qui ne sont pas des chatcasts, à mon avis. Mais ce ne sera pas dans une visée un épisode par semaine, etc. Parce que c'est un vrai travail artistique et qui coûte de l'argent et c'est normal. Ouais, on le voit que peut-être que pour aller au-delà de cette position un peu puriste, on va dire, on peut se poser la question de comment est-ce que cette possibilités-là et les permissions technologiques que les plateformes nous donnent d'intégrer la vidéo et un peu cette évolution du secteur, du marché. Comment est-ce que du coup l'intégration de la vidéo va nous demander d'être créatifs, de se renouveler, de penser à des nouveaux formats? Je sais que tu t'étais fait la réflexion de se dire si YouTube à terme remplace la télé, qu'est-ce que ça a comme impact? Et tu t'es fait un peu une hypothèse. Oui, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la télé, elle est de moins en moins regardée par la génération des millennials, même la génération, enfin encore plus de la génération des Gen Z, et ceux d'après, n'en parlons pas, et que YouTube et tout ce qui est vidéo à la demande, Netflix et compagnie, remplacent la télé. Et si YouTube remplace la télé, ça ne veut pas dire que plus personne ne consomme de vidéos, au contraire, on consomme de plus en plus de vidéos, mais chacun trouve sa bulle. Et si chacun trouve sa bulle, de l'autre côté, les créateurs peuvent proposer des formats très créatifs pour que chaque... alors c'est plus un auditeur, du coup, chaque internaute potentiel puisse s'y retrouver dans son émission. Et une des choses que j'ai remarqué, c'est que aujourd'hui, les podcasteurs, il y en a qui proposent des formats interviews classiques depuis longtemps, et à l'aune de cette opportunité de la vidéo sur YouTube, commence à créer des formats plus table ronde, plus conversation, voire des émissions complètes, comme si on était à la télé,
Enfin, moi, ça me fait vraiment penser aux émissions à la télé, des chroniques qu'on pourrait retrouver dans des émissions que nos parents regardaient. Mais maintenant, c'est des podcasteurs qui réunissent plusieurs chroniqueurs autour d'une table et chaque semaine, il va y avoir les mêmes rubriques. Donc, je pense notamment à un podcast qui s'appelle Silicon Carnet, qui réunit à chaque fois des chroniqueurs qui sont récurrents et avec un invité spécial. Génération Parents aussi, sur la parentalité. C'est une hausse et ensuite des chroniqueurs qui reviennent assez régulièrement et puis un invité spécial et ça ressemble vraiment à des émissions de télé. Et pour moi, c'est un peu le futur de la télé, c'est les émissions podcast vidéo. Alors c'est horrible, Stéphane Berthomé, tu peux te boucher les oreilles, mais je pense que ça va de plus en plus se développer, ce type d'émission. Et personnellement, moi j'écoute ça toute la journée pendant que je travaille. J'ai 2 écrans, voilà, il y a un écran sur lequel je bosse et j'ai un deuxième écran sur lequel je fais mes factures et je regarde YouTube. Et en fait, ça tourne toute la journée. Alors, pas dans les moments où je me concentre le plus, mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui fait ça et ça va vraiment se développer. Ouais, on voit aussi du coup que cette structuration en format table ronde, en format émission télé, c'est aussi une conséquence de comment est-ce qu'on pense la distribution de nos contenus. Et c'est vrai que ce format chronique, petit moment, etc., ça permet de découper son podcast de manière plus facile et de, via la vidéo, le diffuser sur les réseaux sociaux et d'en faire un produit apéritif, un produit d'appel pour faire connaître son podcast via un petit bout de son émission à de nouvelles personnes et on espère l'attirer vers notre flux, en faire un abonné, en faire un auditeur ou un visionneur fidèle. Et c'est vrai que une confirmation un petit peu cette tendance que tu avais isolée, ça a été pour moi le fait que Vulgaire, le podcast Vulgaire se relance après une assez longue pause. Il a été repris du coup par Marine Baousson, qui est sa créatrice originelle, et son acolyte Marie Misset. Il faut savoir qu'elles ont travaillé toutes les deux à France Inter pendant 1 an. Elles avaient une émission quotidienne et elles ont choisi de relancer Vulgaire sous un nouveau format, vidéo croisée avec un format un peu plus, pas table ronde, mais émission structurée sous forme d'émission télé, où quand on était dans l'ancienne version sur une chronique un peu humoristique défilée par Marine, là on est sur un format avec 2 invités par épisode qui viennent traiter de sujets spécifiques en les vulgarisant. Donc on voit aussi qu'il y a une évolution, une double évolution de format, à la fois vidéo mais aussi plus structuré, qui est peut-être influencée par leur expérience chez France Inter ou le passage de Marie Misset à la tête de la rédaction de Combini aussi il y a quelques temps. Oui, donc en fait, on voit qu'il y a même une boucle podcast, YouTube, télé. Comme on disait, le podcast devient vidéo sur YouTube et YouTube remplace la télé et donc ça devient des émissions. Et en écoutant ce que tu dis, j'ai l'impression que ça a fait une boucle aussi avec la radio, dans le sens où Marine Baousson et Marie Misset elles sont passées à la radio, c'est de l'audio et c'est de l'écoute aujourd'hui en live. Et le podcast, c'est l'écoute justement en VOD. Et ce qu'on fait, c'est qu'en revenant sur YouTube ou en podcast, on propose à la demande des émissions complètes, que ce soit en fait la personne qui veut écouter en audio, elle écoute en audio, elle peut passer à la vidéo quand elle revient chez elle. Par exemple, je vais courir le matin, je commence un podcast en audio, j'arrive chez moi, je le continue en vidéo, et en fait ça fait une boucle à la fois éditoriale dans comment on pense nos formats, et ensuite marketing, comment on les redécoupe ensuite. Donc en conséquence, pour vous, créateurs et créatrices de podcasts, l'enjeu, ça va être comment est-ce que vous gardez le plus longtemps possible dans votre giron, dans votre autour de vous, ces auditeurs qui vont peut-être multiplier les usages vidéo, audio, etc. et faire en sorte qu'en fait, ils restent en contact avec votre contenu et qu'ils l'engagent de manière répétée. Et ça fait une super transition pour la tendance d'après, je me rends compte, qui est que on a identifié une mutation en fait du secteur du podcast qui va se confirmer dans les tendances plus générales de la creator economy, donc l'économie de la création de contenu.
Pour moi, je vois plusieurs conséquences. Il y a déjà une conséquence de changement de posture. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs podcasteurs qui ont commencé par le podcast et qui sont en train d'opérer une mutation vers une posture plus de créateur de contenu. C'est-à-dire qu'on va considérer le podcast non plus comme une finalité, mais comme un canal pour diffuser un message, pour atteindre une certaine audience, etc. Et donc, l'impact de cette mutation vers la créateur économie, c'est que va y avoir plus de liberté, je dirais, dans les formats et aussi une construction un peu d'un écosystème autour des créateurs et des créatrices pour proposer d'autres moyens d'être en contact avec leurs messages, leur contenu à leurs auditeurs et les auditrices. Il y a par exemple, à travers les livres, il y a Sandy Jacoby du podcast My Marketing Podcast qui vient de lancer hier son livre qui s'appelle Homo Entrepreneurius. Il y a aussi Marine Soichot du podcast Chronique du sexisme ordinaire qui va sortir son livre au printemps. Et je sais que toi aussi, tu as observé beaucoup de podcasteurs, podcasteuses qui, Qui ont écrit des livres, effectivement. Ouais. Il y a le livre qui est sorti l'année dernière de Céline Steyer, Nouvelles héroïnes. Donc, c'est pas que les podcasts sur le business ou entrepreneuriat, c'est aussi des podcasts narratifs qui peuvent faire ce pas-là du livre. Évidemment, il y a eu déjà des livres dans les 10 précédentes années, mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus abordable, accessible et quelque chose que les podcasteurs envisagent plus facilement, que ce soit en auto-édition ou via des maisons d'édition qui viennent les contacter parce qu'elles comprennent que les podcasteurs sont aussi des influenceurs qui ont une communauté et donc ils vont avoir dès la publication du livre, déjà une communauté prête à acheter ce livre. Donc c'est ce que cherchent les maisons d'édition. Il y a aussi Victoria Guillaumont qui avait sorti son premier livre après avoir lancé son podcast Nouvel Oeil. Et elle m'avait dit que c'était grâce à son podcast que la maison d'édition avait pris contact avec elle. Et elle a sorti un deuxième livre l'année dernière. Et moi, je vois aussi une deuxième chose par rapport à cette créateur économie, c'est tout simplement le côté, au-delà de créer plusieurs contenus sur différents supports, le côté monétisation. C'est que parfois, le podcast, il a besoin d'avoir un écosystème plus complet pour intéresser des sponsors et ou permettre de vendre vos services si vous vendez des services. Et donc c'est pour ça qu'il y a, et notamment pour toutes ces personnes-là et d'autres, une transition vers la newsletter, voire la newsletter payante. Oui, la newsletter payante, c'est une manière en fait d'adresser de manière plus simple, de manière plus directe la communauté que tu as commencé à rassembler autour de ton podcast et de pouvoir du coup être présent dans leur boîte aux lettres de manière régulière. Et c'est une manière assez simple, notamment via l'outil Substack, de la monétiser parce que ça permet de proposer des contenus exclusifs à cette communauté ou un chat sur lequel on peut échanger avec les membres de cette communauté. Et c'est vrai qu'on a vu Victoire Tuaillon qui vient de lancer sa newsletter Renverser la table après son départ de Binge Audio. Il y a aussi Jessica Trois-Fontaine qui a une newsletter aux côtés de son podcast Ressentir. Flavie Prévost qui a vraiment intégré aussi la newsletter payante dans sa stratégie de monétisation. Et Lorraine Bastide qui a décliné Folie Douce, son nouveau podcast, en La Douceur. Donc là, on voit qu'il y a un écosystème. Victoire Tuaillon, Renverser la table, Lorraine Bastide, La Douceur. On voit que c'est des marques, en fait, qui sont pensées les unes par rapport aux autres. Une marque audio, une marque podcast, une marque plus écrite. Et c'est une manière d'avoir un autre contact avec sa communauté et d'avoir une autre posture, en fait. Je vais dire des choses différemment. Dans une newsletter, on raconte pas la même chose que dans un podcast. Et donc, une volonté des créateurs et des créatrices de, à la fois, diversifier leur expérience, de l'approfondir et aussi de maintenir un lien plus profond, peut-être plus proche, plus enrichi avec cette communauté qui est souvent un peu silencieuse derrière les écouteurs. Et du coup, moi, je me suis posé la question de est-ce que ça va se multiplier, ça va se généraliser, le podcast comme un peu une entrée dans la creator economy. Moi, j'ai vu par exemple Théo Robache du podcast Le Pompon qui a commencé
avec le podcast. C'était une manière facile de rencontrer pour lui certaines personnes. Ça peut être une manière aussi de développer sa pensée de manière récurrente et régulière. Et lui, il a décidé d'arrêter le podcast pour faire autre chose parce que ça a été un tremplin pour lui ou un révélateur d'en fait ses aspirations profondes et de voir si ça va être quelque chose qui va se généraliser en fait, de se dire que c'est peut-être une première étape vers une carrière ou une posture de une personnalité à identifier sur tel ou tel sujet. Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que le podcast est une deuxième entrée vers la creator economy, dans le sens où j'ai l'impression que la première entrée est quand même la création de contenu sur les réseaux sociaux, parce qu'elle est plus simple, elle est plus courte, elle est moins longue, chronophage à gérer. Même si c'est très chronophage les réseaux sociaux, mais dans le sens où un podcast, ça demande l'écriture, l'enregistrement, le montage, etc. Donc c'est quand même un format assez lourd, plus de technique. Mais comme toi, j'ai l'impression que c'est une entrée dans le sens où on se prend un peu plus au sérieux quand on crée un podcast, parce qu'il faut être régulier, il faut réfléchir à sa ligne éditoriale, et il faut maintenir un lien avec sa communauté, il faut penser le projet comme une petite entreprise. Donc dans ce sens-là, oui, je suis d'accord avec toi, mais je pense quand même que les réseaux sociaux restent la première entrée. Et pour les newsletters, j'ai l'impression... Enfin, moi, je vois plus le podcast comme chacun maintenant des contenus a un rôle. Alors, pas défini de manière certaine pour tout le monde, parce que chacun l'utilise à sa manière, mais le podcast est vraiment le média qui va donner plus d'émotion, puisqu'on a la voix, on va comprendre la personnalité de la personne. En fait, avant d'aller plus loin, on va écouter le podcast pour se dire, bon, est-ce que j'accroche avec cette personne ou pas ? Est-ce que sa façon de parler... Moi, j'ai déjà écouté des podcasts qui m'ont fait me dire, non, j'ai pas envie de suivre cette personne. Mais bon, c'est rare déjà, mais c'est bien dans le sens où la personne, elle n'a pas envie d'avoir une personne comme moi qui la suit non plus. Donc ça permet de reconnaître sa tribu, je trouve, le podcast. Et ensuite, la newsletter ou un livre, parce que pour moi, le livre, il est encore plus loin que la newsletter, parce que tu l'achètes, et puis c'est long de lire un livre. Donc la newsletter, pour moi, c'est presque l'étape d'après le podcast. Moi, je vois vraiment ça comme un peu des étapes dans ta fan attitude d'une personne, dans réseau social, ensuite podcast, ensuite newsletter. Plus tu entres dans un deuxième étape ou deuxième type de format, et plus tu as un attachement ou une connaissance ou une proximité de plus avec la personne. Enfin, c'est ce que j'ai l'impression de voir. Et ce qui fait que, à mon avis, les newsletters payantes vont se développer. Et c'est une des tendances, je pense, à prendre en compte pour vous. Et souvent, on n'a pas trop la légitimité. On se dit non, mais pourquoi je vais faire payer, etc. Ça force aussi à être un peu plus exigeant dans le contenu, de faire payer sa newsletter. Et c'est quelque chose, je pense, qui va se développer dans le sens où les personnes, de toute façon, qui vont jusqu'à la newsletter sont déjà acquises, enfin, elles sont déjà rentrées dans la tribu. Elles se sont reconnues dans votre cercle d'intime, en fait. Donc pour moi, c'est un peu ça la logique que je vois. Donc c'est un autre signe pour vous qui nous écoutez de réfléchir plus globalement à votre expérience et quel est le parcours que vous voulez proposer à vos auditeurs et vos auditrices. En community building, on appelle ça un community funnel, c'est-à-dire se dire quelles sont les différentes étapes que je propose aux gens selon leur degré de fanitude, comme tu disais, et je mets au fur et à mesure de ce degré croissant de fanitude un contenu qui est adapté, un format qui est adapté, qui est peut-être plus qualitatif ou plus intime ou plus exclusif, ou etc. Donc avoir aussi cette perspective stratégique pour vous qui nous écoutez. Et d'ailleurs, je sais qu'il ne faut pas que ça soit trop long, mais je reviens juste sur le mot fanitude. Je pense que c'est pas le bon mot dans le sens où aujourd'hui, on n'a pas envie d'être un gourou. On a tous envie de créer une communauté dans le sens où on attire les personnes qui partagent certaines convictions, partagent certaines idées ou certains objectifs. Mais c'est vrai que si vous vous reconnaissez pas dans le format gourou qui va avoir des fans, évidemment, c'est normal parce que c'est pas ce qu'on cherche. Mais ce que je voulais dire à travers ça, c'est que plus ils adhèrent à vos opinions et vos contenus, et plus ils consomment vos contenus. Moi, je pense que on a fait le tour sur le sujet de la creator economy. Carrément. On peut faire une transition avec la tendance d'après, puisqu'on vient d'aborder ce que c'est une communauté, créer une communauté avec cette posture de est-ce que j'ai envie d'être un gourou ou pas.
Une communauté, c'est, comme tu disais, un groupement de personnes qui partagent soit une expérience commune, des valeurs communes ou une envie de passer à l'action sur une mission commune. Pour moi, ça va être aussi une des tendances de 2025. C'est lié à ce qu'on a dit sur la créateur économie, sur le fait de diversifier ses moyens de monétisation, etc. Mais disons que comme il y a toutes ces possibilités de contenu, comme on disait, comme il y a toutes ces possibilités aussi de consommer en vidéo, consommer en audio, consommer en newsletter, etc., va falloir qu'il y ait une vraie intention des podcasteurs sur le fait de créer un écosystème et d'avoir une approche communautaire. Parce que élargir son audience, un des risques, c'est de diluer aussi l'attachement que les gens vont avoir envers nous. Et donc, du coup, une tendance qui serait souhaitable de voir, c'est que ces podcasteurs et podcasteuses essayent de regrouper ces 1000 fans, comme disait Pat Flynn dans son livre, à un seul endroit. Donc, on a parlé du newsletter, d'un forum de newsletter, mais ça peut être aussi un outil de discussion comme Discord ou WhatsApp, ou ça peut être un événement physique. On a vu Bliss qui a développé son festival, son spectacle. Il y a aussi Asiatitude qui a cette festival. Approche communautaire. On va en parler bientôt dans le podcast. D'ailleurs, j'ai trop hâte. Et donc, du coup, voilà, encore une fois, le podcast, c'est un point d'entrée. Et l'objectif pour le podcasteur ou podcasteuse, ça va être de créer une expérience pour que ces auditeurs et ces auditrices se rencontrent, créent des liens et conscience qu'ils font partie d'une communauté. Et donc, du coup, avec toutes ces possibilités dont on a parlé avant. Pour moi, il y a aussi un autre type de communauté sur lequel ça serait chouette de miser en tant que podcasteur indépendant, c'est de créer des collectifs de podcasteurs, parce que on sait qu'il y a des ressources qui sont limitées en termes de temps, en termes même de compétences, même de financières. Et donc, je souhaite que cette tendance, elle se concrétise en 2025, c'est que des podcasteurs indés se regroupent pour mutualiser leurs audiences en termes de portée, en termes de ressources, mais aussi c'est un atout très fort en termes de monétisation, parce que si vous vous présentez à plusieurs podcasteurs avec des audiences qui sont complémentaires ou similaires et qui peuvent intéresser une marque, vous leur facilitez la vie et vous multiplier vos chances qu'ils soient intéressés par vos petites ou moyennes audiences cumulées. On a vu ça dernièrement avec les Audacieuses, qui sont 3 podcasteuses qui se sont associées pour organiser des événements. Donc là aussi, on voit une proposition différente d'expérience pour leurs audiences en partenariat avec des marques de prêt-à-porter comme Balzac, par exemple. Toi, tu as vu des choses de ce type-là aussi, au-delà de toi, ton intention avec Asiatitude? Oui, j'ai trouvé l'initiative des Audacieuses très intéressante parce que c'était des podcasteuses qui proposaient quelque chose de physique ensemble. Mais effectivement, pour parler aussi d'Asiatitude, mais aussi d'autres opérations que j'ai pu faire en collectif. Asiatitude, c'est mon podcast sur les cultures asiatiques pour les personnes qui ne savent pas. Et en fait, j'en ai fait une association, puis cette association, on organise des festivals chaque année, donc depuis 2-3 ans. Et pour ces festivals, en fait, je suis pas que avec la communauté d'Asiatitude, on s'est regroupé avec plusieurs créateurs et créatrices. Et en fait, à plusieurs, moi j'ai été chercher les sponsors pour sponsoriser l'événement en entier. Effectivement, comme tu dis, ça donne plus de force et plus d'impact, puisque forcément, le partenaire en face, il a plus de portée dans son opération, et donc il va être content d'avoir plusieurs personnes. C'est quelque chose qui se fait beaucoup aux États-Unis, d'avoir des networks de podcasts qui ont un point commun, podcast de femmes, podcast de business, podcast... voilà. Il n'y en a pas beaucoup en France. Moi, j'ai ce projet, comme tu sais, de créer le label de Bonjour Podcast. Donc, c'est vraiment l'idée de regrouper plusieurs podcasts qui ont une même cible pour monétiser ou créer des événements, etc. Mais j'en ai pas vu tant que ça, des initiatives de ce type. Orso Média, peut-être, est celle qui ressort le plus. Orso Média, en label, il y a celui d'Orso Média, il y a celui de l'Acmé aussi, mais je voulais dire podcast indépendant, parce que c'est difficile aussi, déjà c'est difficile de faire la process pour soi, et donc
de se mettre à plusieurs, de prendre des décisions, etc. Parfois c'est difficile, mais on vous encourage à le faire parce que ça vraiment, déjà ça motive quand il y a une autre personne avec vous, voire plusieurs personnes, et en plus ça a plus de portée et donc plus de chances de réussite. Donc si ça peut vous motiver à monétiser votre podcast cette année, on vous encourage à créer votre petit collectif de podcasteurs. Je te propose qu'on enchaîne sur la dernière tendance, qui est celle que vous attendez tous et toutes, j'imagine, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour votre podcast. Toi, qu'est-ce que tu as identifié dans ta pratique et dans ton observation comme usage de l'intelligence artificielle pour ton podcast? Pour les podcasts. Ouais, pour les podcasts en général, il y a pour moi 3 usages principaux qui correspondent au process de production de podcasts. Donc, l'usage de l'IA pour aider à aller plus vite dans la production de son podcast, soit utiliser ChatGPT ou Claude ou ce type de intelligence artificielle générative pour aider à brainstormer sur son script, écrire plus vite. C'est un des usages, mais c'est pas celui qui est le plus utilisé, à mon avis, parce que la plupart des podcasteurs, vous en faites sûrement partie, ont envie d'être à l'origine de leurs idées, de leur écriture, etc. Mais je pense que ça va se généraliser, dans le sens où si vous avez une trame aujourd'hui qui est bien définie, vous la connaissez bien et donc ça va vous faire aller plus vite. La deuxième que je vois, c'est dans le marketing. Parce qu'effectivement, on parlait tout à l'heure de la découvrabilité, de toutes les possibilités qu'on a d'être un créateur de contenu, que ce soit faire de la vidéo, faire des newsletters, écrire des descriptions qui prennent en compte les bons mots-clés pour le référencement PSO. Il y a tellement de choses à faire et à prendre en compte que si vous utilisez l'IA, et donc quand je dis l'IA de manière générale, c'est tous ces logiciels, ChatGPT, Claude, Gemini, Lama, il y en a plein maintenant. Ça aide à créer du contenu plus vite et à, entre guillemets, recycler le contenu du podcast dans d'autres formats, comme un post sur Instagram, un post LinkedIn et une newsletter. Et donc, pour moi, c'est vraiment cette tendance-là qui va de plus en plus se généraliser en 2025. Malheureusement, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est que quand les podcasteurs utilisent l'IA, ça se voit énormément. Aujourd'hui, que ce soit dans les descriptions des épisodes ou sur des posts LinkedIn, surtout sur les posts LinkedIn, j'en vois pas trop sur Instagram, il y a beaucoup de podcasteurs qui l'utilisent de manière assez basique parce que c'est pas facile non plus de bien prompter et où on va découvrir ce nouvel épisode fascinant avec cet invité au parcours inspirant et ça va toujours être la même chose et on détecte l'IA à 1000 km. Et donc, pour moi, si on voit ça, on peut se dire ah bah non, du coup faut pas utiliser l'IA parce que ça dénature complètement ma façon d'écrire. Et donc une des tendances, c'est l'utilisation de l'IA. Une sous-tendance, c'est l'utilisation pas très subtile de l'IA. Et donc moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de mettre à plat votre style, de vraiment faire en sorte que si vous l'utilisez à bon escient. Et sinon, ne l'utilisez pas si vous avez peur et de manière assez juste que ça dénature votre style, parce que ça le fera si vous n'avez pas le temps de bien l'approfondir. Ouais, ces exemples un petit peu caricaturaux que tu as cités, on parle aussi des emojis, des majuscules tous les 2 mots, etc. C'est vrai que ça m'a fait penser à un épisode de Thinkerview où le créateur interviewe un philosophe qui est formellement opposé à l'IA, notamment parce qu'il va pointer le risque de paresse intellectuelle, en fait, qui peut être la conséquence, et aussi l'appauvrissement du langage. Et comme tu l'as pointé, en fait, l'IA, il aime bien dire captivant, inspirant, table, etc. C'est assez dommage en fait de s'en tenir là parce que en fait l'impact à terme, c'est que ça vient attaquer un des atouts du podcast qui est quelque chose de personnel, quelque chose d'intime, qui on va s'attacher à vous parce que vous parlez de telle manière, parce que vous formulez des phrases comme ça. Et en fait, c'est dommage que la première impression que les gens aient de votre podcast soit si formatée, si standardisée. Donc effectivement, bien se poser sur quel est mon style, quel est mon message, comment je parle, utiliser l'IA à bon escient sur certains points clés et toujours relire pour voir si votre opinion est bien retranscrite, si on sent bien votre humanité, votre personnalité.
Un autre exemple en fait de possibilité de l'IA, c'est que moi j'ai vu passer dans certaines revues des tendances, c'est se dire bah ouais, maintenant avec l'IA, vous pouvez traduire votre podcast avec un outil comme Agen, et ben vous entendez votre voix mais qui parle parfaitement chinois, portugais, etc. Mais en fait, pour en discuter avec toi, et toi tu as une expérience très précise des podcasts multilingues, ça serait une facilité et ça serait tomber dans les sirènes de l'IA de se dire ah bah oui, je vais mettre en multilingue de manière automatique sans me poser plus de questions mon podcast. Toi, qu'est-ce que tu aurais comme réserve ou comme cadre à donner sur cet exemple d'utilisation de l'IA? Oui, je pense que c'est une utilisation hyper puissante parce que créer une nouvelle voix et une nouvelle langue et potentiellement toucher une audience internationale, c'est incroyable. Surtout nous qui sommes francophones, rien que traduire en anglais, ça serait un nouveau marché d'auditeurs potentiels énorme. Mais effectivement, j'ai des réserves dans le sens où, bon, au début, les réserves étaient techniques parce que les voix étaient vraiment pas terribles et très robotiques. Aujourd'hui, en 2025, on peut plus avoir ces réserves parce qu'il y a eu beaucoup d'évolutions et maintenant, vous voyez peut-être dans les deepfakes vidéos, les IA qui créent des nouvelles musiques et des choses comme ça, on pourrait ne pas savoir si c'est une vraie personne ou pas qui parle. Donc, il n'y a plus cette réserve technique. Mais comme tu disais, on pourrait se dire, ah bah demain, je vais lancer mon podcast en chinois, il y a juste à faire traduire et utiliser ces logiciels. Moi, j'ai fait plusieurs podcasts multilingues, donc un qui s'appelle Mira avec le studio Chenta. On a fait en 4 langues, en français d'abord et puis ensuite on l'a adapté en espagnol, mandarin et anglais. Et j'ai fait un autre podcast multilingue dont je peux pas parler parce que c'est encore pas sorti et c'est pour une entreprise. Et pareil, on l'a adapté en anglais et en mandarin. Et en fait, à chaque fois, je parle d'adaptation et pas de traduction. Il y a des adaptations culturelles à faire et qui ne peuvent pas être faites juste en traduisant mot à mot, en fait, littéralement. Même avec une super traduction d'un traducteur qui serait pas mot à mot, qui serait une traduction, une bonne traduction littéraire, il y a aussi une adaptation culturelle pour l'audience de ce pays-là à faire. Donc en fait, à moins que vos podcasts soient vraiment des formations, et encore, je me demande s'il n'y a pas aussi une adaptation culturelle à faire en fonction des pays, je pense que ça peut pas être quelque chose de brut et juste de se dire je traduis mon podcast et je le fais faire... je le passe à la machine de l'IA pour toucher toutes les audiences. Il y a quand même ce travail stratégique toujours à prendre en compte. Et cette adaptation culturelle, sociale. Nous, pour donner des exemples très concrets, dans un podcast de fiction, on a enlevé des références historiques, on a changé des métiers de certains personnages parce que ça ne collait pas à la compréhension d'un public d'un autre pays. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a faites et effectivement, c'est plus subtil en fait que juste traduire et générer la voix. Vous l'avez compris, avec Mélanie, on va défendre une proposition un peu nuancée d'utilisation de l'IA. On voit toutes les possibilités. C'est vrai que ça peut faire gagner beaucoup de temps. Ça peut aussi proposer de la créativité dans la manière dont on a de distribuer, faire connaître notre podcast. Mais on a vraiment ce souhait de se dire que l'usage de l'IA, il va s'accompagner aussi d'une certaine maturité, d'une prise de recul sur pourquoi l'utiliser, comment l'utiliser. Et ça doit être couplé aussi par une plus grande exigence vis-à-vis de qui on est comme podcasteur, podcasteuse, quel est le message qu'on veut délivrer, de quelle manière on le veut délivrer, avec quelle personnalité, et aussi à qui on s'adresse, parce que comme cet exemple est super intéressant des podcasts multilingues, on s'adresse pas de la même manière à deux publics différents, c'est de manière bête et méchante, on va dire, de manière copier-coller. Donc c'est vraiment un souhait qu'on va avoir en 2025. Oui, et je rebondis sur cette nuance dans le sens où a priori, toutes les deux, on n'est pas contre l'IA et moi, je suis plutôt très pour puisque j'y travaille tous les jours et j'accompagne des podcasteurs à utiliser l'IA dans leur stratégie marketing de podcast. Mais c'est vrai que ça nécessite soit de se dire je l'utilise pas parce que je ne sais pas l'utiliser, donc attendez de vraiment faire cette réflexion avant de le faire. Soit vous l'utilisez et vous avez toute cette stratégie de comment je l'intègre et où je ne l'intègre pas. Vous créez des règles. Et aussi, il y a
Il y a quelque chose qui était intéressant avec une podcasteuse à qui j'ai parlé hier, qui est Marine de la cohorte. Et en fait, ça nécessite aussi un changement de posture. C'est-à-dire que si vous avez l'habitude d'écrire de A à Z tous vos contenus, demain, si vous voulez faire cette accélération de temps, parce que c'est un gain de temps, il ne faut pas se le cacher, on a aussi un gain de temps, un gain de créativité, si on l'utilise bien. On n'est plus uniquement des créateurs, on est aussi des stratèges qui font faire. Et c'est comme si vous aviez aussi des assistants créateurs. Et donc, c'est une autre posture, si vous n'aviez pas l'habitude de le faire, qui nécessite un nouvel état d'esprit, en fait. Ouais, c'est très intéressant ce point que tu apportes, de se dire, c'est de prendre du recul vis-à-vis de ce qu'on fait, ce qu'on se disait, de mettre un cadre, de structurer, etc., de systématiser. En fait, c'est les enjeux qui sont liés à l'IA. Moi, je te propose de conclure cet épisode. Si vous êtes intéressé par les sources de nos recherches, on les mettra en description de l'épisode. On vous souhaite en tout cas en 2025 de vraiment vous éclater sur vos podcasts, de tester des choses, d'expérimenter, de pas vous sentir prisonnier de ces tendances, mais de le voir comme des opportunités d'être créatif, de tester des nouvelles choses. Et on l'a souligné à plusieurs reprises, mais le lien, ça va être important avec votre communauté, avec vos auditeurs, avec les autres podcasteurs, avec tout votre écosystème. Donc c'est peut-être ça le plus important en 2025, c'est de se dire comment est-ce que votre podcast il va vous aider à créer des super relations autour de vous. Et moi, pour conclure, je dirais, au final, la priorité, c'est de rester vous-même et d'être singulier, parce que quelle que soit la tendance qu'on a abordée aujourd'hui, ce qui va ressortir, c'est vous, que ce soit pour la communauté, pour l'utilisation de l'IA, pour les formats, pour la vidéo, pour la découvrabilité. Ce qui compte le plus, au final, pour toutes ces tendances et les enjeux de votre podcast, c'est de savoir ce que vous voulez, et ce que vous voulez partager et qui vous êtes, parce que c'est ça qui traversera tout, en fait. Ça traversera toutes les tendances, c'est de faire parler votre personnalité. Donc, écoutez bien nos tendances, mais aussi, parfois, affranchissez-vous de certaines tendances et priorisez celle qui va mener à votre propre objectif. Ouais, vos objectifs et exactement ce dont vous avez envie. Merci Mélanie, c'était trop chouette d'échanger avec toi. On espère que ça vous a plu. Venez réagir sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, Mélanie Hong, Anne-Claire Leca. On sera ravis de voir si vous avez, si vous partagez nos opinions sur ces tendances-là, si vous avez déjà commencé à les intégrer, et aussi comment est-ce que vous avez peut-être déterminé d'autres tendances qu'on aurait oubliées aujourd'hui. À très vite. Venez nous dire. À bientôt. C'est fini ? Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.